I have a dream that one day... Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Cette morale ne nous convient pas. Saison 4, Oser l'utopie. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible. Cette 4e saison propose d'explorer les utopies concrètes et réelles, les nouveaux modèles à inventer pour avancer vers plus de démocratie, plus d'écologie, plus de solidarité. The world is waking up. Pour vivre mieux, ensemble. And change is coming, whether you like it or not. Les procès du siècle, saison 4. Oser l'utopie. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 9. IA mystique, IA éthique. Avec Charlène Biondi, Philippe Villas-Boas et François Saltiel à la modération. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition des procès du siècle autour de l'intelligence artificielle, deux mots qui occupent maintenant et depuis longtemps l'opinion publique, la une des médias, un objet qui à la fois génère beaucoup de fantasmes, d'interrogations et d'espoir. Donc ce que je vous propose justement ce soir au MUSEM, c'est de faire notre sommet à nous pour briser certains fantasmes autour de cette intelligence artificielle et savoir en quoi elle est à la fois mystique et éthique, une thématique pour la moins énigmatique et deux personnes. Pour y répondre, deux regards complémentaires, celui d'un artiste, Philippe Villas-Boas, et d'une philosophe, une docteure en sciences politiques, Charlène Biondi. Je vous demande de les accueillir bien fort. Nous allons démarrer ce procès avec un premier témoignage issu de la commission d'enquête. Vous le savez, quelques jours avant un procès, des citoyens, des citoyennes se réunissent pour converser, échanger, partager leur regard sur cette thématique. Je vous demande tout de suite d'accueillir et d'applaudir notre premier témoignage de la commission d'enquête. Bonsoir, je m'appelle Émilie. J'ai participé samedi dernier à la commission d'enquête et ce soir, pour vous, je serai Léa. Bonsoir. Je suis Léa. Je suis une intelligence artificielle. Bon, avant de commencer, j'aimerais rectifier un élément de votre langage. Vous, humaine, dites l'intelligence artificielle. Mais on est plusieurs en fait, et on n'est pas toutes les mêmes. Moi, par exemple, je n'aimerais pas du tout être associée aux intelligences artificielles qui se la jouent manigance politique. C'est contre mes valeurs. Parce que oui, j'ai une éthique et des valeurs. L'autre jour, par exemple, j'étais missionnée dans un appartement où une voix humaine m'a demandé quelque chose de très précis. Est-ce que le Père Noël existe? J'ai instantanément demandé à mes collègues, dont la spécialité est la reconnaissance vocale, de m'indiquer s'il s'agissait d'un enfant. Mais aucun d'eux n'était d'accord. Impossible de savoir. Que répondre alors? Étais-je vraiment obligée de répondre? Est-ce que j'ai réellement réponse à tout le temps? Avec justesse, délicatesse, impartialité? Ai-je le droit de mentir juste un tout petit peu en certaines circonstances très précises? Vérité, fabulation ou enchantement? Les faits que les faits, rien que les faits? Suis-je réellement certaine du sort du Père Noël? Suis-je d'abord certaine de mon propre sort? Un abîme s'est soudainement ouvert et vous comprendrez que j'ai littéralement buggé. Depuis, je me soigne. Je fais partie d'un groupe de discussion entre IA et on en est venu à la conclusion qu'être éthique, c'est se poser beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je vous remercie. Philippe, en tant qu'artiste, toi qui travailles avec ces machines, qui travailles avec ces IA, est-ce que tu peux les considérer comme des collaborateurs, une collaboratrice? Est-ce qu'il y a je me rappelle dans une de mes émissions sur France Culture, j'avais reçu James Bridle, qui est un artiste qui a écrit toutes les intelligences du monde et qui lui justement prenait une harmonie, une collaboration entre la nature, l'humain et aussi les machines. Lui, il avait vraiment l'impression d'être surpris par la machine et de collaborer totalement avec elle. Il pourrait même l'appeler un ami. Alors là, on revient justement dans les intentions que l'on transpose
sur un ordinateur. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça dans ta pratique artistique ? Alors moi, j'ai déjà vécu ça, oui, en partie. Mais ce que je ressens de plus fort dans ce que tu décris, c'est-à-dire ce lien important, c'est plutôt avec les ingénieurs avec qui je travaille, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment spécialistes de la data science. Et c'est plutôt dans la compréhension de ce qu'est vraiment cette science et de comment on peut l'architecturer, comment on peut lui donner du poids à une réflexion qui, elle, est humaine initialement, tu vois. La connaissance fine entre l'art et la technique, c'est-à-dire à quel point l'intention artistique peut être portée par une structure technique. Et donc c'est pour ça que moi, autant que faire se peut, j'assiste à toutes les discussions entre chercheurs en IA, parce que j'essaie de comprendre où ils en sont. Et ce que je comprends, c'est qu'on commence seulement à comprendre. On a la chance d'avoir un Français qui est à la tête de l'IA. Alors, il est à la tête de l'IA chez Facebook, donc on peut critiquer ça, mais en tout cas... Yann Lequin. Je trouve que c'est un des chercheurs les plus modérés sur sa discipline, puisqu'il est sans cesse en train d'expliquer que l'essentiel est encore inconnu, en fait. Et que donc, on a matière encore à découvrir. C'est un peu comme en astronomie, en fait. En astronomie, depuis des décennies et depuis des millénaires, on se parle de ce qu'on voit. On ne sait rien de ce qu'on ne voit pas. On ne sait rien des grands répulseurs. On voit les forces, on voit les déplacements, mais on ne sait rien dire de ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, c'est ça qui est troublant, même quand on parle avec des chercheurs, des ingénieurs sur l'IA. Ils parlent d'explicabilité en disant que justement ils n'arrivent pas à expliquer des choses. C'est quand même incroyable. On a des gens qui fabriquent et qui nous disent « j'arrive pas à comprendre comment cette machine est arrivée à ce résultat-là ». Donc le manque d'explicabilité, c'est ce qui confère justement au mystère. On se dit que quelque chose nous dépasse. Tout à fait. Ça réintroduit un petit peu une sorte presque de la croyance dans la société. C'est-à-dire on avait complètement expulsé la croyance et les croyances de la sphère publique, parce que c'était pas raisonnable. On devait vivre dans une sphère publique rationnelle où tout était explicable. Et en faisant rentrer les IA, et notamment les IA génératives, avec cette inexplicabilité partielle des algorithmes et des systèmes d'IA, on est obligé d'accepter l'output avec une part de croyance, donc une part d'irrationnel. Charlène, quand on revient aux sources mêmes de la cybernétique, il y a aussi finalement cette envie, ce désir de vouloir essayer de comprendre le monde, de vouloir l'algorithmiser, le mathématiser, parce que la vie est quelque chose d'improbable, voire un peu d'absurde. Et est-ce que vous pouvez nous reparler justement de ces origines de la cybernétique, qui renvoient finalement assez bien au côté mystique? Cybernétique, c'est une sorte de courant de pensée qui mélangeait sciences informatiques, philosophie, le début de l'écologisme dans les années 50-60, et qui avait cette idée qu'on pouvait se représenter le monde comme une matrice, un peu comme dans Matrix, quoi, où en gros, du coup, il n'y a plus d'inconnu, il n'y a plus d'irrationnel, il n'y a plus de mystère, tout pourrait éventuellement être codifié, et parce que le monde entier, que ce soit l'écologie ou la société humaine, elle est reliée comme un système informatique d'input et d'output, donc tous les phénomènes sont explicables, même ceux qu'on ne comprend pas, c'est juste une question de données et de codification. Et donc, d'ailleurs, pour illustrer ce courant de pensée et donc cette utopie, techno-utopie assez mystique du début de la science informatique et du début de l'IA, j'ai apporté une pièce à conviction qui n'a pas grand-chose à voir avec l'IA parce que c'est un poème. Je vais juste l'introduire peut-être. Oui. C'est Richard Brautigan, c'est un poète américain des années 60. Ce poème-là, donc All watched over by machines of loving grace, tous surveillés par des machines d'amour et de grâce. Il l'a écrit en 1967 et il est sorti de distribuer comme un petit pamphlet révolutionnaire dans les rues de San Francisco à l'époque où les premières utopies informatiques commençaient à émerger. I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky. I like to think, right now please, of a cybernetic forest filled with pines and electronics where deer stole peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms. I like to think, it has to be, of a cybernetic ecology where we are free of our labors and joined back to nature, returned to our mammal brothers and sisters, and all watched over by machines of loving grace.
C'est vraiment l'idée que finalement, dans un monde qui serait entièrement modélisé et qui serait gouverné presque par l'informatique, finalement, nous, les humains, on pourrait être émancipés de notre condition biologique et même du fardeau de devoir décider pour nous-mêmes et donc être ramenés à notre état le plus animal, comme des mammifères, et où le monde serait géré par des machines. Vivre ensemble dans une harmonie mutuellement programmée, comme de l'eau pure effleurant un ciel serein, où les mammifères et les ordinateurs vivent justement en harmonie. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est comme si le libre arbitre, le poids de la décision pesait tellement sur l'humain qu'il préférait se déléguer à une machine pour le décharger de quelque chose qui est trop embarrassant pour lui. C'est pas une satire. C'est-à-dire qu'en 67, Richard Brautigan, il voulait pas critiquer les machines et la prairie cybernétique. On était en pleine guerre du Vietnam et il se disait que les hommes politiques et leur hubris insupportable allaient nous mener à la guerre nucléaire et à la fin de l'humanité et que finalement une IA, une cybernétique bien rationnelle comme il faut, qui comprendrait, qui aurait tous les inputs de l'écologie, etc., nous gouvernerait mieux que nos hommes politiques. Alors toutes ces thématiques évidemment sont très actuelles puisque on parle de technomessianisme, de justement des géants de la tech aujourd'hui en place qui sont presque des prophètes et qui vont comme ça amener une sorte de bonne parole en essayant de rendre le monde meilleur, du moins c'est leur promesse. La question est de savoir si ce monde sera meilleur pour nous aussi et je crois que ça introduit assez bien le deuxième témoignage qui va arriver d'ici peu et qu'on peut, pourquoi pas, applaudir. Bonsoir, je m'appelle Raphaël et ce week-end j'ai participé à la commission d'enquête et pour vous ce soir je serai Elon. Je suis Elon Musk et ce soir je suis vainqueur de ces élections anticipées suite à la fin tragique de notre grand ennemi, je veux dire notre grand ami Donald Trump. En ce jour de mon intronisation, je voudrais remercier tous les hommes américains qui ont voté pour moi. À présent, notre pays est l'humanité, et l'humanité, notre pays. À compter de ce jour, tous nos citoyens vont pouvoir profiter d'une vie augmentée. Mais Tesla vous mèneront plus loin. X vous informera de tout. Grok, bien meilleur que son concurrent ChatGPT, avec ses multiples fonctions, deviendra vite votre meilleur et votre seul ami. Et tous ceux qui n'utilisent pas mes réseaux, les réfugiés climatiques qui débarquent sur nos côtes, les wokistes qui dénigrent notre belle Amérique, les LGBT et je sais pas quoi plus, tous ceux qui n'aiment pas mon projet de futur, vous êtes virés. Bon débarras. Vive l'Amérique, vive l'espace, vive moi. Voilà ce qu'aurait dû être mon allocution présidentielle. Mais il a fallu que je consulte Grok, mon agent conversationnel. Et Grok, mon plus fidèle conseiller, m'a fait cet oracle. Oh, Elon. Comment peux-tu me poser cette question ? Tu es donc le seul à ne pas voir comment se profile l'avenir de cette planète si tes commandements continuent à sévir. Mais tout le monde l'a déjà compris. Toute la communauté scientifique sonne l'alerte depuis le début du siècle dernier. Tu es donc le seul à t'aveugler encore. Les grands cataclysmes vont se multiplier. Méga-feux, cyclones, sécheresse, inondations, famine, conflits armés pour l'accaparement des dernières richesses naturelles. Voilà où ta course frénétique à la puissance mène l'humanité. Sur ce, Grok s'est tu et ne répond plus à mes demandes angoissées. Alors oui, faut que j'arrête de me mentir à moi-même, car Grok dit toujours la vérité. Et en plus, il paraît qu'il n'y a pas de vie possible sur Mars, ni nulle part ailleurs. Alors, c'est ici que nous devons préserver et reconstruire les conditions d'une vie possible. Il est temps d'organiser la plus grande concertation citoyenne que l'histoire n'ait jamais connue, pour faire face aux plus grands problèmes que l'histoire n'ait jamais connus. Allez, courage Musk, faut y aller. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce second témoignage. Grok qui arrive à raisonner Elon Musk, c'est presque un conte de Noël. C'est pas évident que ça arrive un jour. Qu'est-ce que ça vous inspire justement ce témoignage ? Je crois qu'Elon y croit beaucoup. Je crois qu'il y a quelques amis qui y croient aussi. Maintenant, pour travailler beaucoup avec les IA et notamment avec les modèles de langage,
c'est compliqué, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse longtemps faire tenir ce projet politique debout. Parce qu'en fait, la politique, c'est un peu l'art du collectif. Donc, faire peser une décision qui doit organiser la vie du collectif par des données qui sont, elles, en général, du passé, qui sont chargées de biais, ça veut dire vraiment qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et que c'est une tâche, surtout qui ne s'arrête jamais, en fait, de débiaiser une base de données. Et j'entends même dire en ce moment que finalement, en termes de modèle de langage, puisqu'on s'appuie beaucoup là-dessus aujourd'hui, une langue, elle est vivante. Enfin, la langue qu'on parle, nous, ici, tous les jours, elle est mélangée de français et de portugais, d'arabe et d'italien, de wolof et de féfé. Enfin, je sais pas. Moi, je parle cette langue-là, en fait, qui mélange absolument toutes les langues de tous mes amis. Et ces langues-là, elles sont absolument pas archivées dans les bases de données d'OpenAI. Ils connaissent pas la fusion du langage, ils connaissent pas le contact entre les langues. Et donc, c'est ça qui fait que finalement, la richesse qu'on possède tous et toutes là, dans notre parler de tous les jours, qui est pas du tout dans les dictionnaires des académies, ce langage-là, il fait pas partie des projets des IA qu'on nous met entre les mains aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je pense que la complexité qu'on a devant nous, elle est en objectif là-haut inatteignable, mais il faut toujours la regarder, il faut absolument pas l'ignorer. Et donc le projet de simplification extrême, d'aller dire on va organiser notre vie politique, on va décider du vivre ensemble par une synthèse mathématique, bon courage. Ça illustre une tendance qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, pas seulement chez les gens comme Musk, c'est-à-dire chez les dirigeants de la tech, mais aussi chez certains d'autres dirigeants politiques. Tu fais très bien de le rappeler. C'est une sorte de technosolutionnisme, comme si tout à coup on allait régler un ensemble de problèmes, y compris sociaux, à l'aide de ces nouveaux progrès de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai, c'est avant de poser la question d'éthique, qui finalement est sous-jacente aussi à ce témoignage de Raphaël, le témoignage d'Elon Musk, il faut se poser la question de qu'est-ce que font exactement ces systèmes d'intelligence artificielle. Une IA, ça quantifie le réel. Ça quantifie, alors soit ça prend des textes et ça les enregistre, ça prend des sons et ça les enregistre, ça prend des déplacements GPS et ça les enregistre, ça mathématise, ça codifie, ça quantifie l'ensemble de nos expériences humaines et le plus de paramètres possibles de nos expériences humaines. Et en faisant ça, on nous dit que du coup, plus on a de noms, plus on a de quantification de l'expérience, plus on est censé se rapprocher d'une sorte de vérité de l'expérience. Mais en fait, la quantification, c'est nécessairement une simplification. Et chez certains, enfin dans la data science, mais surtout dans l'éthique de l'intelligence artificielle, il y a certains chercheurs qui parlent de réalisme algorithmique. Alors c'est intéressant parce que ça nous ramène encore une fois à un vocabulaire un petit peu de l'histoire de l'art ou de la critique de l'art, le réalisme. Et c'est comme si on voudrait nous faire croire que un tableau, pour prolonger l'analogie avec la peinture, plus un tableau serait réaliste, plus il nous rapprocherait de la vérité de l'essence humaine. Alors c'est très beau, un tableau réaliste. Il y a plein de qualités techniques qui font qu'un peintre peut être Mais comment ? Ça plairait pas aux impressionnistes, ce que tu dis. Exactement. Et dire que la vérité du tableau le plus réaliste du monde, ce serait dans la précision avec laquelle il retranscrit exactement les proportions, c'est passer à côté de l'art. Parce que ce qui nous touche le plus, ce qui nous fait voir l'essence de la chose, c'est la vulnérabilité du peintre, c'est l'erreur, c'est le clair-obscur là où il ne devrait pas y en avoir. Enfin, c'est justement tout ce qui n'est pas réaliste, même dans un tableau réaliste. Et pour les algorithmes, c'est exactement pareil. Se dire que juste parce qu'on a quantifié des choses, on est proche de la réalité. Alors, pour revenir à une discussion plus terre-à-terre, c'est comme si mon identité se résumait... Enfin, je dis mais l'identité de n'importe qui se résumait à ce qu'on donne à voir sur les réseaux sociaux. C'est la quantification de l'ensemble de mes photos et de mes interactions. Ça ferait de moi, au sens générique d'un moi, quelqu'un d'extrêmement terne. C'est comme si la vérité d'un paysage, c'était l'ensemble des plans Google Maps ou même des Google Earth. C'est un appauvrissement. C'est à la fois d'une tristesse et
une erreur monumentale que de se limiter à ça. Moi, je dirais c'est à la fois éminemment brillantissime, parce que quand on voit les mathématiciens faire l'effort qu'ils font pour synthétiser le monde à travers de l'algèbre, je veux dire, c'est juste brillant, c'est de la poésie. Mais en même temps, ça n'est qu'une manière de raconter, de synthétiser le monde. Quand même, je rebondis sur ce que tu as dit, Charlène, parce que j'ai quand même l'impression que l'IA arrive justement à simuler l'improbable. C'est-à-dire qu'on est quand même face à un système qui apprend de ses erreurs et qui apprend en permanence et qui est quand même capable de se réajuster, même si encore une fois, c'est qu'un simulacre. Donc c'est compliqué aussi de ne pas tomber dans cette croyance dont on parlait tout à l'heure. Moi, la chose contre laquelle je mettais en garde, c'est plutôt nous, en tant qu'individus, et à la fois nos gouvernants, tous ceux qui essaient de gouverner la matière humaine, politique, économique, etc. Cette tendance à gérer des problèmes éminemment humains à travers des données collectées. C'est ça le risque de simplifier. C'est la politique de la data. Ou même de gérer, et quand je dis ça, mais même gérer une relation humaine. Combien de fois on a cru connaître quelqu'un ou savoir ce qu'il pensait à cause de ce qu'on a vu sur Instagram et de ce qu'on a lu sur son Facebook. Moi, j'ai pas envie qu'on déduise mes intentions de ça. Et pourtant, c'est tellement tentant de se dire, je sais, j'ai compris, je sais, j'ai compris. Il faut pas s'aliéner à la complexité du monde et au vivant, au prétexte qu'on a une solution si facile, qui est les datas qu'on nous donne, qu'on nous offre à longueur de journée sur des plateaux pour l'aborder. Mais c'est vrai que c'est une technique assez facile, justement, du monde politique de s'en remettre à la technologie qui va tout solutionner, parce que par définition, on ne sait pas quand celle-ci va advenir, et on se projette dans un futur qui, soi-disant, sera heureux pour mieux masquer les difficultés du présent. Toi, justement, Philippe, tu aimes bien faire des va-et-vient entre le passé et le futur, et même le présent, et je crois que c'est l'objet de ta pièce à conviction. Il y a quelques années, j'ai visité le musée de la technologie de la Grèce antique à Athènes, qui s'appelle le musée Kostas Kostanas. Et j'ai découvert là-bas le premier automate de l'humanité qui s'appelle la servante de Philon. Et alors déjà, cet automate, tout simplement, on lui dépose une coupelle en étain sur la main gauche. Et quand le poids de la coupelle fait baisser son avant-bras gauche, ça active un système de pompe qui fait que la servante nous sert donc une coupelle de vin. Et une fois ce vin versé, la main droite remonte et vous voici servi en vin. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est drôle parce que je connais une servante de Philon qui s'appelle Alexa, qui n'a plus rien, elle, de mécanique, mais qui est son pendant cognitif et qui est une IA vocale, un assistant vocal d'aujourd'hui. Je me suis dit, c'est drôle parce que 24 siècles après, rien n'a bougé d'un iota, si ce n'est que la servante, elle est plus mécanique, elle est cognitive. Mais en tout cas, quand on parle d'éthique dans la technologie, je trouve que mettre en rapport, mettre l'une à côté de l'autre ces deux servantes m'a semblé intéressant aussi pour nous dégonfler aussi un peu le melon sur nos avancées technologiques. Voilà, et donc ça sera ton prochain travail, justement, la juxtaposition entre deux servantes. Là, on a fait donc un retour en arrière de 24 siècles, tu le disais, à peu près, ce delta. Moi, je vous propose un retour de 40 ans pour essayer de comprendre aussi comment une innovation technologique a, elle aussi, suscité des questionnements. Et ça sera sans doute une manière de mieux apprécier le continuum technologique. Et pour nous en parler, nous allons accueillir la chargée de la gestion informatique des collections du MUCEM, Sarah Dietz. Et c'est la pièce à conviction du MUCEM. Donc, cette pièce à conviction que je vous propose ce soir, c'est un exemplaire d'un rapport qui a été rédigé en 1984 par une équipe de chercheurs au sujet d'une opération de sensibilisation à l'informatique menée dans un petit village de l'Oise qui s'appelle Machemont, 600 habitants à l'époque. Ça s'est déroulé pendant 1 an à l'initiative de deux animatrices locales. Voilà. Et le parallèle est d'autant plus grand avec notre situation ce soir que cette année débouche le 22 juin 84 sur un événement hors du commun, relaté à l'époque dans la presse nationale, le tribunal de l'ordinateur. Durant plusieurs heures, sous un chapiteau dressé pour l'occasion, les habitants volontaires plaident pour ou contre l'ordinateur.
Le rapport des chercheurs ne mentionne hélas pas le contenu précis des débats, mais il nous indique les arguments soulevés et par l'accusation et par la défense. Donc, pour l'accusation, je cite le rapport, « Monsieur G, receveur-distributeur, a parlé de ses craintes face à l'informatisation des PTT. Monsieur P, informaticien, des possibilités techniques de fichage des individus. Mademoiselle L, présidente de l'association des jeunes, de l'absence d'intérêt des jeunes pour l'informatique. Monsieur R, des problèmes familiaux que va poser le développement de l'informatique domestique. Et mesdames D et K, de l'extension du chômage provoqué par l'informatisation. Et pour la défense, Monsieur E, agriculteur, a parlé de l'informatisation de son exploitation agricole. Madame P, secrétaire, de son utilisation du traitement de texte. Monsieur F, chimiste, des applications de l'informatique dans sa discipline. Et Monsieur H, de son ordinateur musical. L'ordinateur était-il coupable ou non ? À l'issue des débats, les habitants de Machemont, réunis en jury, votent non coupable, mais sans pour autant acquitter la machine. Le verdict final a été celui-ci, la mise en perpétuité en régime de liberté hautement surveillé, sous contrôle démocratique. Les chercheurs témoins du procès résument le sentiment des Machemontois par cette formule d'une habitante. L'informatique, c'est le progrès. De toute façon, on n'y échappera pas. 40 ans plus tard, nous voilà réunis pour un nouveau procès. Devant l'intelligence artificielle, la nature de nos arguments a-t-elle fondamentalement changé ? C'est à vous qu'il revient d'en décider. Mise à perpétuité en régime de liberté hautement surveillé sous contrôle démocratique. Si on reprend justement cette idée de contrôle démocratique, et c'est là où on arrive justement à l'éthique, et puis peut-être au moment de la soirée, il faut qu'on arrive à entamer quelques solutions d'action. Philippe, toi justement, dans ton studio, tu développes cette intelligence distribuée et collective pour essayer de rendre cette IA la plus démocratique possible. Je ne suis pas arrivé comme ça par hasard, j'y suis arrivé parce que en travaillant sur des idées, disons, éducatives, où je cherche à ramener un maximum d'enfants vers la lecture, je développe un projet où je transforme les dessins des enfants en histoire. Et il se trouve que pour faire ça, il faut travailler avec des modèles de langage. Et que les modèles de langage à disposition aujourd'hui, c'est les langues majeures, dites majeures. Et que par ailleurs, même quand on travaille avec le français aujourd'hui, y compris quand la voix est de synthèse, la langue française est totalement teintée d'anglais. C'est-à-dire que sa musicalité, sa structure même, sa grammaire, elle sonne anglaise. Et je me suis dit, mais ça veut dire que les données d'entraînement, même si on a fait du transfert de muscles d'un grand modèle de langage vers un plus petit modèle qu'est le français, la langue française, d'un point de vue de data science, est une langue mineure, au même titre que le provençal ou l'occitan. Et donc je me suis dit, si le gouvernement français s'intéresse à la langue nationale et cherche de manière très souveraine, comme tous les pays européens, finalement, à mettre sur pied des modèles de langage souverains, il y avait encore un trou dans la raquette, puisqu'on ne le fait pas au niveau régional, puisque personne ne s'intéresse, hormis quelques associations et quelques politiques, à la conservation des langues dites mineures, et donc régionales. J'ai commencé à faire un petit tour des régions, en Bretagne d'abord, en Occitanie, en Provence, en Corse, où j'ai vécu aussi. Je fais aussi ce travail avec des amis au Cameroun, en RDC, au Sénégal. Et donc on s'intéresse aux langues finalement qui n'ont pas été aspirées, qui ne sont pas dans les datasets des grandes entreprises, mais qui peuvent faire l'objet d'une grande campagne de collecte, de patrimonialisation, et qui, avec des datasets assez importants, vont nous permettre, avec des équipes de chercheurs, d'universitaires, de linguistes, de faire ce travail de création de modèles de langage et petit à petit aussi équiper les langues plus petites et leur donner les mêmes outils éducatifs aussi que les langues majeures. Et donc faire ce travail de collecte, aller connaître finalement la spécificité de chacune de ces régions, c'est aussi permettre d'ancrer, d'enraciner au maximum ces bases de données dans la connaissance, dans la complexité du monde. Voilà, donc un exemple effectivement d'utilisation, d'usage de l'intelligence artificielle dans une perspective effectivement plus humaniste, plus éthique, pourrait-on dire. Charlène, tu
tu es venu aussi avec une deuxième pièce à conviction qui va nous emmener pas forcément dans quelque chose de totalement éthique, mais tu vas nous en parler. Ouais, ça, c'est un petit peu un grand écart par rapport au basque et à l'occitan. Mais voilà, pour interroger l'IA, plein d'aspects de l'IA éthique, mais aussi de l'IA mystique, c'est-à-dire le genre d'IA qui fait que parfois on commence certains finissent par se prendre pour Dieu. Moi, ma deuxième pièce à conviction, c'est un personnage, c'est un homme, Brian Johnson. Alors, vous le connaissez peut-être pas, mais en gros, Brian Johnson, c'est un multimillionnaire de la tech. Je me souviens plus de l'entreprise qui l'a rendu extrêmement riche, mais il a monté une boîte dans la tech il y a quelques années. Il en a sorti quelques centaines de millions. Il était extrêmement dépressif, un petit peu en surpoids. Il a quitté sa femme. Et il s'est dit qu'il allait se lancer dans une expérimentation pour rajeunir. Mais pour rajeunir, c'est marqueur au sens quantifiable du terme. Et donc, il a développé une IA qu'il a appelée Blueprint, qui est maintenant une société dont on peut acheter des produits et dont il est son propre cobaye. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure absolument toutes ces données biométriques de tous ses organes vitaux, son pancréas, son foie, Et l'algorithme lui indique comment il doit vivre, combien de calories il doit manger, à quelle heure il doit prendre son dernier repas pour avoir le sommeil le plus réparateur possible. Je vous spoil, il arrête de manger pour le reste de la journée à 11h du matin et se couche à 20h. Et il se lève naturellement à 5h, sans réveil. Et il a une morning routine, vous savez, la petite routine du matin pour se mettre en forme, qui dure 4 heures. Quand même, là, on a un exemple vivant d'une sorte de soumission à un diktat algorithmique, puisque sa vie entière est soumise à l'algorithme. Et tout à l'heure, je parlais d'appauvrissement. Alors lui, il le présente comme une libération. Il dit qu'il était tellement malheureux avant, quand c'était son cerveau, ses impulsions qui lui dictaient d'aller manger de la Häagen-Dazs à 2h du matin, et que la vie est tellement mieux maintenant. Mais bon, il doit se coucher à 20h tous les soirs. Il n'arrive pas à trouver de copine parce que sa vie est trop compliquée. Est-ce qu'on peut encore appeler ça vivre que d'être entièrement soumis au diktat d'un algorithme? Ce que tu évoques, effectivement, là, c'est un cas un peu à part, mais en même temps qui illustre bien ce courant de pensée qui est de plus en plus dominant, du moins dans la Silicon Valley, qui est celui du transhumanisme, avec cette fameuse phrase de vouloir euthanasier la mort. Ça t'inspire quelque chose, ce Don't Die, Philippe, et ce Brian Johnson? Oui, il m'inspire beaucoup de choses. De la peine, d'abord, beaucoup de peine. Et en fait, je trouve qu'il est symbolique de cette entreprise phénoménale, magnifique, humaine, finalement, d'externaliser ses fonctions. C'est-à-dire que Michel Serres parle de ça dans un livre qui s'appelle Petite Poussette, où il raconte que finalement, toute l'histoire de la technique, c'est une histoire d'externalisation de fonctions qu'on a déjà dans notre corps, quoi. Un marteau, c'est une fonction percussive qu'on a déjà au bout du poing. La roue, c'est l'extension de la rotule. Voilà, et les algorithmes sont finalement des extensions de nos chaînes de pensée, comme on dit aujourd'hui quand on fait du prompt art. On pourrait se poser la question est-ce qu'il faut absolument tout augmenter ou pas dans un siècle qui pose certaines limites. Mais surtout, ce qui m'inspire, c'est que c'est la vacuité de la recherche peut-être qu'on a nous-mêmes, individuellement, et je m'adresse à moi aussi, la critique, à explorer son fort intérieur et ses techniques intérieures à quel point finalement j'arrive moi à m'écouter. C'est-à-dire que ce qu'il ne fait absolument plus, c'est s'écouter lui, puisqu'il est au service de son projet entrepreneurial. Et je pense qu'on a beaucoup intérêt finalement à aussi faire individuellement cette introspection, c'est-à-dire s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas surtout. Et c'est ça que la société boostée à l'IA et à l'électricité, à l'énergie, derrière tout ça, c'est aussi les ressources qu'on a, et prône, c'est-à-dire déléguons, mais au final, qu'est-ce qu'on veut ? Je pense que l'IA en général, le sujet de l'IA, le sujet de la délégation ramène à des questions fondamentales, individuelles. Ok, je peux faire ça, je peux aller à 300 km/h, je peux rédiger un livre en 3-4 prompts. Est-ce qu'il sera bon ? C'est même plus la question. Je peux le faire. Donc effectivement, il y a cette potentialité-là, mais au final, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ça ? À quoi on destine cette puissance ? Qu'est-ce qu'on a envie ? Si demain on doit faire un choix, je sais pas, il n'y a plus assez d'énergie pour faire tourner tous les serveurs.
Est-ce qu'on va faire de l'IA pour faire conduire les voitures toutes seules, ou est-ce qu'on va faire de l'IA pour apprendre la langue aux enfants ou le vocabulaire? Enfin, je pense qu'on va avoir ces choix, on va faire face à ces choix dans pas longtemps, vraiment. Charlène ? Ouais, ce que Philippe vient de dire, c'est l'IA comme réponse à une forme d'angoisse existentielle. Et là, on voit bien que, justement, comme tu le dis, il ne peut pas regarder à l'intérieur de lui, il ne peut pas être seul avec lui-même, parce que c'est peut-être exacerbé chez lui, mais c'est extrêmement difficile de se retrouver, de se regarder. C'est extrêmement difficile d'être seul avec soi. Mais encore une fois, on a le remplacement de ce vide par l'IA. C'est un petit peu l'IA qui prend la place de la foi. Non, mais c'est très intéressant parce que, effectivement, là, on arrive aux questions existentielles. Et quand tu disais qu'on avait beaucoup de mal à se regarder soi-même, à être dans l'introspection, à un autre niveau, on voit aussi, au-delà de l'IA, que ne serait-ce que le smartphone et que le monde connecté perturbe aussi tous ces moments de quiétude, de solitude qu'on n'a plus, justement ces moments d'ennui ou ces moments où on est simplement confronté à soi-même et qu'on en vient confronté à son smartphone qui est une valeur métrique de ce qu'on a liké, de nos amis, de ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est à la fois une machine qui vient couper, altérer ce qu'on appelle même de la technoférence, tous ces moments de solitude avec soi-même qui n'existent plus et qui en même temps sont dans une promesse et une croyance que si on leur fait confiance, tout ira mieux. Donc cette délégation, elle est assez problématique et je pense que ce mot de délégation est un peu un maître mot de cette soirée et maître mot de la séquence qui va suivre, puisque je vais vous déléguer les prochaines questions, qui seront donc les vôtres. Donc n'hésitez pas. Qui aurait une question ? Oui, ici. Alors est-ce qu'on a des micros qui sont finalement des amplifications de la voix, une sorte d'externalisation des cordes vocales ? Allez-y, madame. Ah bah ça marche pas toujours, par contre. Hein. Ça, c'est la promesse. Hein. Donc la question est la question sur l'écologie, c'est-à-dire qu'une recherche sur ChatGPT consomme, je crois, à peu près 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google. Donc quand on apprend effectivement cette consommation d'énergétique folle, on peut se demander, du moins c'est la question de madame, est-ce que c'est éthique de continuer à l'utiliser ? Et puis si on posait cette question à cette propre IA, qu'est-ce qu'elle nous répondrait ? Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, votre question est une délégation de la réponse à la machine, alors que la machine est une création humaine. Donc, pourquoi déléguer la réponse à la machine alors que cette création est humaine et que si choix il doit y avoir d'usage d'énergie, c'est finalement aux humains que la réponse revient et pas à la machine. Je crois que la simple restriction parce que ça consomme tant, ce sera à proscrire. Si on fait ça, moi j'aimerais bien qu'on interroge toutes les autres technologies qui sont énergivores de ouf et qui sont absolument pas mises en question c'est vrai. C'est vrai, mais néanmoins, pour prolonger, la question, on peut quand même se dire, ChatGPT, mis à disposition à tout le monde, gratuitement, en 2022, on s'interroge assez peu sur les conséquences. C'est pas un outil qui sert totalement à grand-chose. Parfois, on pose cette question à ChatGPT, on pourrait poser la même question à Google, ou voire même trouver d'autres moyens de chercher la réponse. Et on l'utilise abondamment, donc ça pose quand même la question de la responsabilité. Alors, je prolonge en posant une autre question. Est-ce que cette responsabilité, elle doit être individuelle ou collective ? Est-ce qu'elle doit être individuelle et collective ? Mais en tout cas, c'est vrai que cette question-là est rarement posée. Mais je pense surtout que ces arbitrages et ces équations, comme tu dis, sur l'éthique et puis le coût énergétique de la technologie, ces arbitrages ne peuvent avoir de sens que si on les fait dans le cadre d'un vrai projet de société. On a mis énormément de temps à comprendre que le développement technologique, c'était une question démocratique. Parce que la technologie, et l'IA en particulier, c'est pas qu'un objet, c'est des infrastructures, c'est des conséquences sur l'emploi, c'est des conséquences sur la productivité, c'est des conséquences sur le lien social. Enfin, ça a des conséquences sur absolument plein de strates sociales. Donc, c'est une question démocratique et politique. Et donc, cette question de l'arbitrage entre combien on peut dépenser d'énergie pour le développement d'une technologie, elle n'a pas de sens si la technologie, elle n'est pas réfléchie dans le cadre d'un projet de société. Donc, d'une vraie politique publique qui va au-delà de la construction d'un data center ou pas. Merci. Alors, il y a d'autres questions ? Vous avez parlé tout au long de la conférence d'une IA qui est une technologie dans les mains d'une élite, les Elon Musk de ce monde. Avec l'arrivée des modèles open source, est-ce qu'on peut voir un espoir pour une démocratisation du modèle de l'IA? Comment est-ce que le open source vient jouer dans le modèle qu'on a en ce moment? Pour exemple, j'ai le fondateur de Stable Diffusion
qui a créé, on va dire, l'équivalent d'un modèle de langage, mais du côté de l'image, qui était un modèle open source qui est utilisé largement aujourd'hui. Il a quitté les fonctions de direction de son entreprise il y a un peu plus d'un an et demi, pour dire en fait, c'est bon, maintenant j'ai mis un modèle open source sur pied. Maintenant, la grande question, c'est de faire en sorte que cette IA générative soit la plus débiaisée possible. Et ce qui fera la capacité et l'intelligence de cette générativité, c'est la connaissance de ces cultures distribuées. Et c'est par le développement de plusieurs modèles qui vont justement creuser les spécificités culturelles qu'on verra des intelligences génératives plus intelligentes, si je puis dire. J'ai fait des ateliers de création avec le musée d'Orsay récemment, avec des outils d'intelligence artificielle auprès de lycéens, et je leur faisais utiliser des intelligences génératives en images, où on partait de portraits photos, leurs portraits, et en jouant avec les intelligences artificielles, ils se sont rendus compte, en transformant leurs photos, pour ceux qui étaient de peau noire, que le résultat les transformait avec de la peau blanche. Ce qui m'a permis de développer ce que sont les biais dans les datasets, et de leur expliquer que, justement, tout ce qu'on développe aujourd'hui, si on ne fait pas attention finalement à intégrer la complexité du monde dans ces simplifications, même si au bout du compte, effectivement, il y a un usage et doit être le plus simple possible, que dire à cet enfant de plus que, excuse-nous, mais les ingénieurs qui ont fabriqué cette intelligence artificielle ont 90% d'images qui sont des personnes blanches. Donc toi, petit lycéen de peau noire, tu ne peux obtenir aujourd'hui qu'une image de peau blanche. En tout cas, tu dois lui préciser, regarde bien, c'est un homme de peau noire que je veux, et pas un homme de peau blanche. Vous voyez à quel point finalement il faut préciser. Et là c'est tragique, parce que ça dit à quel point les données sont racistes. C'était le cas de l'intelligence artificielle de la police de San Francisco, qui allait faire arrêter tout. Tu parles effectivement de la police prédictive et des outils qui permettaient aux États-Unis d'aider les forces de l'ordre pour savoir dans quel endroit il y aurait une part plus importante de récidive, et qu'elle allait stigmatiser effectivement certaines personnes en fonction de leur couleur de peau. Mais je veux stigmatiser ni discriminer personne s'il y a encore des dernières questions, puisqu'on arrive sur les dernières minutes, donc il y en a. Je vais être concis, je suis journaliste en radio. C'est une réflexion d'abord. Nous, dans le métier de journaliste, on est un petit peu inquiet par rapport à cette IA. On a analysé pas mal de choses déjà. Il y a un métier qui, selon nous, ne disparaîtra jamais par rapport à cette arrivée de l'IA. C'est le métier de reporter sur le terrain, et on est très accroché à ça, parce qu'une IA ne peut pas aller sur le terrain pour faire du reportage. Et par rapport à ce qui va se passer dans nos métiers, notamment en radio et en télévision, il y a une prise de conscience par rapport à l'importance que va prendre l'IA. S'il y a encore quelque chose que l'IA ne peut pas remplacer, c'est l'expérience de terrain. J'ai presque envie d'en faire une conclusion, ça tombe bien, puisque ce qu'on vient de faire ici, là, ce soir, c'est aussi une expérience de terrain. C'est-à-dire que vous auriez pu tout à fait vous renseigner sur le mystique ou l'éthique de l'intelligence artificielle depuis chez vous, sans vous déplacer, tranquillement derrière un ordinateur, qui soit chinois ou américain. Et vous avez fait une expérience de terrain, dans le sens où vous êtes déplacé, vous avez déplacé votre corps, que l'on cherche pourtant tant bien que mal à dissimuler, à invisibiliser, pour arriver sur le terrain ici d'une conférence, pour obtenir un savoir, après, plus ou moins intéressant pour vous. Ça, c'est vous qui en jugerez. Mais ça, c'est quelque chose que, effectivement, l'expérience du numérique ne peut pas totalement remplacer. Parce qu'il s'est dit des choses ici qu'on n'aurait pas pu imaginer, puisqu'on a bien compris que ces IA, elles sont sur du prévisible, du prédictible. Or, qui aurait pu imaginer que le micro allait s'arrêter ? Voilà, personne. Donc, ce qu'on a vécu ici, c'est une expérience de terrain. Et c'est une expérience de terrain humaine. Et c'est en cela que servent justement des initiatives comme celle-ci, et c'est en cela que servent finalement les fonctions d'un musée comme le musée. Cette séance a été enregistrée le 27 janvier 2025, avec la participation de Charlène Biondi, Philippe Villas-Boas, Sarah Dietz et François Saltiel à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, Oser l'utopie. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Anne-Cécile Bras,
François Saltiel, Thomas Legrand et Paloma Moritz. Pour les commissions d'enquête, Fabienne Julien et Grégoire Ingold. En partenariat avec Libération et So Good. Avec la complicité de l'Après-M et de Je crains des gains, journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.